partager avec vous ces récits d'aventure parce que ce sont deux pionnières, deux aventurières, chacune à leur façon, qui s'engagent avec une force, une rage, une détermination sans faille depuis de nombreuses années. Venez avec moi parce que je suis vachement impressionnée quand même. Heidi, ouais. Bonjour, bonjour. Vous avez encore rien dit. Merci, elles n'ont pas commencé. Merci, merci. Alors, Heidi, Camille, vous embarquez des milliers de personnes derrière vous. Vous affrontez parfois des vents violents, vous faites face à des montagnes énormes, vous menez des combats de dingue. Et vous avez devant vous des entreprises qui sont à la fin d'un parcours, mais qui sont au début d'un chemin. Et on est convaincus que vous allez nous aider à leur donner courage, audace et détermination pour continuer. Et moi, quel accueil! Ça va la CEC. Bonjour à toutes et à tous, c'est un bonheur mais absolu, je tiens à le dire, hein, de vous retrouver. Rebonjour toute l'équipe de Lyon que j'ai croisée il y a quelques mois. J'ai été ultra touchée, vraiment, hein, de ce qui s'est passé au mois de février à Lyon et je suis tellement heureuse en tout cas de partager ce moment avec mon amie Camille qui est extraordinaire et qui a beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Tu veux dire un petit mot avant de commencer, Camille? Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, avec Camille, on a décidé de faire quelque chose vraiment en termes de dialogue. On va toutes les deux vous parler de notre parcours, de notre chemin, de notre difficulté qu'on a rencontrée, de comment on essaie de les surmonter et surtout comment on essaie de rien lâcher, quoi. Donc moi, j'ai grandi ici. Je vous l'avais montré, je crois, la dernière fois, hein, à la CEC Lyon, le petit village de Gruffy, en Haute-Savoie. Et c'est vrai, quand on grandit dans un village comme ça, entouré de montagnes, comme ici, hein, on ne peut que tomber complètement amoureuse de ces paysages-là. Et quand j'étais jeune, moi, tout ce qui m'obsédait, en tant que Haute-Savoyarde, c'était la montagne. Dans mon village, il n'y avait pas grand-chose à faire à part aller gambader. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie, un guide de haute montagne, Hubert. Et Hubert, il m'a dit, tu sais, Heidi, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Et franchement, trop bien. Grâce à Hubert, il m'a en fait ouvert une porte, il m'a tracé une route. Et depuis, c'est ma plus grande passion. Tout mon cœur est dans ces écosystèmes et toute mon énergie essaye d'aller vers la protection de ces glaciers. Alors ces glaciers, vous le savez, hein, en plus ici à Autran, on est dans un bon endroit pour en parler. Ces glaciers, ils sont vraiment pas en bon état aujourd'hui. Hein, là, ce que je vous montre, c'est le tout premier glacier que j'ai étudié, le glacier du Trien. Quand même, qu'on voyait du pâté, mais à mort en 1890, qui était un très très beau glacier. Et moi, quand j'ai étudié ce glacier, et ça a été vraiment, je pense, le tout premier électrochoc dans ma vie, le glacier, il restait plus que ça. Hein, c'était une photo du glacier en 2010. Et en fait, quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a vraiment des choses qui nous dépassent, quoi. On se rend compte que oui, on est conscient du changement climatique, comme moi j'ai étudié ça, mais on se prend le changement climatique en pleine tronche quand on voit à quelle vitesse les choses sont en train de changer. Et pour moi, ça a vraiment été le premier électrochoc de voir à quelle vitesse ce glacier du Trien était en train de changer. Et avec lui, en fait, changeait toute la culture de ces vallées de montagne et tous les écosystèmes qui entourent ces glaciers. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais il faut à tout prix que je continue en glaciologie. La glaciologie, ce n'est pas juste aller s'amuser dans les montagnes, on a aussi une vraie responsabilité. Cette responsabilité, elle est importante. Parce que derrière chaque glacier qu'on étudie, finalement, c'est nos châteaux d'eau naturels, c'est de l'élévation du niveau des mers. En fait, c'est des vies humaines qu'il y a derrière ces glaciers. Et on va en parler, je pense, tout au long de cette intervention cet après-midi, que oui, certes, peut-être qu'on se bat pour les glaciers, peut-être qu'on se bat pour les fonds sous-marins, mais finalement, ce qui nous réunit tous, c'est qu'on se bat pour nous tous et pour tout le reste. Le dénominateur commun dans notre action, c'est vraiment l'humain. Et bien moi, j'essaie de me battre pour ces glaciers parce qu'on en a encore désespérément besoin aujourd'hui. Alors, ça a été mon premier déclic, mais le deuxième déclic a été beaucoup plus violent.
J'ai eu la chance de continuer mes études dans l'Arctique. Vous le savez, j'en parle à chaque fois. Je saoule tout le monde avec ces histoires de l'Arctique. Mais j'ai la chance, vraiment un privilège, de pouvoir passer beaucoup de temps au nord, autour du pôle Nord, sur un petit archipel qui s'appelle le Svalbard, aux grandes dames de mes parents et de mes proches. Ce petit archipel, il est juste extraordinaire. C'est un endroit d'une beauté vraiment à pleurer. Là, je vous montre, c'est mon glacier préféré, celui-là. Il est beau, hein, Camille? Pas que tu viennes. Hein. Il s'appelle Tunabren. Et ça, c'est un glacier en fait, que j'ai beaucoup étudié pendant mon doctorat. C'est un glacier qui, de temps en temps, s'énerve un petit peu, fait des grosses poussées. Et en fait, quand j'étudiais là au Svalbard, quand je faisais mon doctorat, mais je m'éclatais quoi, d'étudier ces glaciers. Imaginez-vous ça, voir ça tous les jours. On s'en lasse jamais, quoi. Et un jour, il se passe un truc de dingue. Je faisais beaucoup de terrain. Et l'université me dit, attends Heidi, la semaine prochaine, un truc de dingue, il y a toute une classe d'étudiants français qui viennent à l'université du Svalbard. Donc l'université la plus au nord de la planète. Je me dis, mais dingue, je vais les rencontrer, je vais pouvoir leur parler. Et l'université me dit surtout, tu leur vends du rêve. Tu leur parles du métier de glaciologue, à quel point tu t'éclates. L'hélicoptère, le scooter des neiges, les brise-glaces. Vraiment, tu leur envoies du gros, quoi. Et donc, j'avais tellement de la motivation, j'y suis allée à 3000% pendant une demi-heure. Là, je leur vends du rêve. Je leur montre que la glaciologie, c'est quand même le meilleur métier de l'univers. Et en fait, à la fin de la conférence, j'ai une jeune fille qui me vient voir. Tout a été filmé, enregistré sur France Info et tout, c'était horrible. Et cette jeune fille, en fait, elle vient me voir et elle me dit, bon, super ton métier, tu as l'air de vraiment t'éclater. Et elle me dit, mais en fait, toi, dans la vie de tous les jours, en vrai, qu'est-ce que tu fais pour préserver les glaciers? Et bien là, je ne vous dis pas le mur qu'on se prend quand on est scientifique, qu'on a l'impression de faire le maximum pour sauver les glaciers et qu'en fait, ce que l'on fait dans notre vie de tous les jours participe directement à les faire disparaître. Et donc, pour moi, ce moment transpi un petit peu avec le micro de France Info, bah, ça a été mon deuxième déclic qui a tout changé. Et ça a vraiment dicté le reste de ma carrière, le reste de ma vie en tant que scientifique. Et en fait, on en a besoin de ces électrochocs. Si on ne se prend pas des murs, et ben finalement, on ne remet pas en cause notre façon de fonctionner. Moi, j'étais très confortable d'être glaciologue avec des hélicoptères et des scooters des neiges. Et ben heureusement qu'on a la jeune génération qui nous botte les fesses de temps en temps. Camille. C'est là où j'entends. Très bien, merci. Moi, je suis le Pokémon pas évolué de Heidi, donc j'ai pas fait du tout de slide, évidemment. Mais je dormais dans le train pendant qu'elle était là, alors qu'on a dormi 2 heures à gérer. Ça me fascine. Donc désolée, mais ça me fait très plaisir. Peut-être on peut mettre une image de glacier, non? Parce que là, j'ai peur qu'elle m'engueule aussi, la jeune. Je sais pas pourquoi encore, mais voilà, parfait. Ça vous spoil. Non, donc le timing est parfait. On voulait juste vous dire un peu aussi d'où on parle, en fait. C'est juste ça. De se présenter, pas simplement pour parler de nous, mais pour situer tout ce qu'on vous raconte. Et moi, c'est marrant parce que quand j'ai fait ce premier Zoom il y a quelques semaines, avec les équipes, et qu'elle me disait, Eddie m'a dit, il faut vraiment que tu viennes, c'est trop important. Je lui disais, mais moi, habituellement, quand je vais voir des entreprises, c'est pas des gens à qui, toujours, je viens en disant merci pour ce que vous avez fait, c'est génial. J'ai plutôt ce que je rencontre, qui sont des grands patrons, j'étais allée au MEDEF, plein d'endroits comme ça, c'est plutôt pour essayer de leur dire, mais vous êtes en train de prendre une direction qui condamne directement la possibilité de ma génération d'avoir même une direction, tout court. Donc habituellement, c'est ça. Donc j'étais un peu sceptique. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire un truc où je reste sincère, mais où en même temps, je ne viens pas vous engueuler, de quel droit, après tout ce travail. Et là, c'était assez génial pour moi de voir, en discutant ce matin, on arrive assez tôt, avec plein de gens, et je sais le monsieur qui était là, qui faisait des bulldozers, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est assez génial. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il a fait un truc de fou. Est-ce qu'on peut applaudir ce monsieur, s'il vous plaît? Merci. Et il est là, trop bien. Non, et en fait, vraiment, moi, ça me touche beaucoup pour une raison simple, c'est que, et après, je vous parle de pourquoi je suis venue, mais c'est juste que, on se sent tellement moins seul dans ces moments, et que changer de posture,
c'est ce qu'il y a de plus revigorant. Et que quand on est toujours contre, en fait, quand on est des scientifiques, là, Heidi, elle a toujours beaucoup d'énergie, plein de sourires, mais il y a plein d'endroits où parfois on est ensemble, où on fréquente ces mêmes milieux, où en fait on n'est jamais les bienvenus dans la salle. Et quand on rentre, c'est un peu comme s'il y avait Élise Lucet à Saint-Investigation, quoi. On sent les visages qui d'un coup se ferment. Et je sais que c'est un rôle qui est important à avoir et jamais je le déserterai parce que ce qui compte pour moi, c'est qu'on puisse dire la vérité, que je veux en rien ni infantiliser, ni mentir, ni rendre désirable pour rendre désirable. Si je vais chez un médecin, j'ai besoin qu'il me dise voilà ce qui vous arrive sans concession, voilà le diagnostic de votre maladie. Ensuite, vous pouvez décider de prendre telle ou telle direction. Et c'est un rôle fondamental, mais pour autant qui n'est pas du tout toujours agréable. Et donc les rares fois où on sait qu'on peut être sincère en se disant venez, on se met autour de la table là. Et la chose qui change, c'est pas que vous faites ça une fois parce que votre CA vous a obligé à venir là pendant une après-midi. C'est parce que c'est des gens qui ont travaillé pendant plusieurs semaines sur un sujet précis, qui ont décidé d'y mettre d'eux-mêmes, d'y laisser un peu d'eux-mêmes, de poser leur dignité, même parfois leur ego de côté pour se dire là je fais partie du problème aujourd'hui, comment est-ce que maintenant je fais partie de la solution ? Donc merci d'être là parce que juste moi ça me redonne beaucoup d'énergie et de savoir quand je rentre et que quand je me sens seule dans ces milieux d'économie, de politique où les décisions sont prises et que c'est vertigineux, je pense parfois à ces endroits-là où partout à travers le pays il y a des gens qui se bougent, donc juste merci pour ça. Ensuite, on reboucle sur les glaciers pour finir. Ma vie étant plus courte que ça a été dit, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai grandi un peu dans le même endroit, quoi. Enfin pas dans le même village, mais pas très loin d'ici, en Savoie, et à côté, dans une famille d'alpinistes. Et pareil, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que du ski de fond, donc j'ai fait du biathlon pendant 18 ans. Et j'avais un glacier qui s'appelle Mont Pourri, qui est le pire nom pour créer une empathie, mais qui est assez génial pourtant. Et en fait, de voir ma grand-mère, mes arrière-grand-mères, j'ai toujours cette photo devant ce fameux glacier. Et d'imaginer que je puisse être la première de ma famille à enterrer un paysage. En fait, ça, à mettre fin à un territoire, vraiment, parce que je le sentais comme ça. Ça, c'est la chose qui m'a le plus bouleversée. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours d'activisme, ensuite, de travailler avec des gens qui sont, par exemple, les petites îles du Pacifique, et qui me disaient exactement ce même sentiment de vertige, qui était de dire, tu te rends compte Camille, moi mon île, en fait dans ma vie là, j'ai à peu près 25 ans, elle me disait, mon pays entier va disparaître. Je sais pas si on réalise, c'est pas un endroit, c'est pas quelques degrés, c'est pas des choses qui bougent, c'est un pays entier englouti sous des eaux pendant le temps de notre vie. On va connaître ce moment où notre pays n'existe plus, où on n'enterre pas une famille, pas une culture, vraiment un pays entier, un sol. Et ça c'est j'ai senti cet ADN commun chez beaucoup de gens. Donc si j'ai une chose peut-être à vous transmettre, c'est de trouver quel est votre paysage que vous ne voulez pas enterrer. Et c'est un élan qui est irrémédiable. Et je pense que ce qu'on partage, c'est cette fougue qui vient aussi de la force que ça nous donne d'être ancré dans un endroit. Et que même quand on va se battre pour les fonds marins à Kingston, même quand on va se battre, tu vas te battre à COP, à Dubaï, dans des lieux qui sont très 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 loin de nos glaciers, de la pureté qu'ils ont, quelque part on sait toujours qu'on le fait pour eux d'abord, et pour que ça ne disparaisse pas, cet endroit-là ne soit pas submergé, et donc ça donne une force assez géante. Donc voilà pour la petite partie de pourquoi on se bat. On voulait juste vous dire ça au début, de dire quelle était la genèse, et comme ça peut-être que vous comprendrez mieux la suite. Merci Camille. Tu as soulevé un point important, que ne pas se sentir seul. Moi, quand je me suis fait tacler par cette jeune fille, je me sentais vraiment bien seule, le moment de solitude absolue. Et je me suis dit que c'était vraiment important que je remette en cause ma façon de faire de la glaciologie. Et c'est pas facile, parce que moi, ce qui me fait vivre, ce qui me fait vibrer, c'est d'être sur le terrain, que c'est de partir en expédition, d'aller récolter des données vraiment aux confins de la planète. Et je me suis dit, il faut que je commence par ça, en fait. Il faut que je commence par le point qui est assez difficile de ma vie, qui consomme énormément d'énergie fossile, c'est-à-dire les expéditions. Et c'est pour ça que j'ai passé plusieurs années à me triturer le cerveau et à dire comment est-ce que je peux créer une expédition qui va pouvoir répondre à cette jeune fille, qui va montrer qu'on peut faire notre science, nous, de la façon la plus propre possible dans un des environnements les plus extrêmes de la planète. Et ça, jamais j'y serais arrivée toute seule, quoi. Je ne suis pas Jean-Louis Etienne, on en parlait ce matin. J'y arrivais pas toute seule. Et en fait, quand on part en expédition au Svalbard, quand on fait de la science, on ne part pas tout seul.
Et donc, j'ai décidé de m'entourer d'une équipe, j'ai dit enterrer, m'entourer d'une équipe absolument extraordinaire. Et surtout, ce qui était important pour moi, en fait, c'est d'avoir une équipe qui ne soit pas des clones de moi-même. Que je m'explique. Quand on part en expédition en Arctique, en fait, moi, je veux pas des Heidi qui ont toutes peur de la même chose, qui prennent toutes les mêmes décisions au même moment. Je veux vraiment des personnes qui ont énormément de créativité et de diversité par rapport à moi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la Dream Team de l'expédition Climate Sentinels, des Sentinelles du climat. Alors, vous remarquez un truc, hein, c'est toutes des femmes. C'est pas par hasard. En fait, on voulait vraiment donner un petit coup de pied dans la fourmilière de la façon avec laquelle on fait de la science. La glaciologie, il n'y a pas beaucoup de nanas. On n'est pas du tout des raging feminists, comme on m'avait décrit une fois. On n'est pas du tout des féministes à fond, mais je pense que cette expédition a été une révélation pour nous et a des révélations et des inspirations peut-être pour toute une génération qui nous a suivis. Donc c'est vraiment une équipe interdisciplinaire, une équipe aussi internationale et des personnes vraiment ultra talentueuses dans ce qu'elles font. La plupart, c'est quand même des glaciologues ou des climatologues et toutes quand même ont l'habitude des régions polaires. Alors, ce qui n'était pas facile, c'est qu'on était toutes très éloignées les unes des autres géographiquement. Donc on a passé 4 ans sur Zoom. C'était très sympa de préparer une expédition, quand même 4 ans de préparation. Et c'est pas facile, quoi, de maintenir le moral d'une expédition quand on n'est pas encore parti sur le terrain. L'objectif, c'était vraiment de leur donner des échéances à très court terme, des étapes qui arrivaient le mois suivant, 2 mois plus tard, de rendre ça vraiment tangible. Alors, on est passé par des Covid, par des coupes de cheveux terribles, par des naissances de bébés, des petits chats qui arrivent. Donc, c'était vraiment étonnant, en tout cas, d'essayer de motiver les troupes, alors qu'on était toutes à des milliers de kilomètres les unes des autres et qu'on devait toutes s'entraîner à distance et se tirer la bourre. Ce qu'on a décidé de créer ensemble, c'était vraiment une expédition scientifique la plus propre possible. Et c'était vraiment important, vraiment, pour nous de comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est très sympa de partir en expédition, mais en fait, quelle est vraiment la chose que l'on veut créer? Oui, une expédition 100% féminine, mais au-delà de ça, on voulait faire une expédition la plus propre possible et une expédition qui va récolter des échantillons de neige tout là-haut au Svalbard pour mieux comprendre à quel point cet environnement-là est en train de changer. Alors, ce qui se passe là-bas est vraiment catastrophique. Le Svalbard, ça ressemble à ça, quand on le met dans le bon sens. C'est aujourd'hui l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Donc, vous avez parlé du changement climatique, là, tous ces derniers mois. Dites-vous que ce qui se passe ici, malheureusement, c'est très faible par rapport à ce qui se passe là-haut. On ne devrait pas comparer, parce que les conséquences, elles sont terribles de partout. Mais là-bas, le climat se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Et c'est lié en grande partie à ce qui se passe au niveau de la banquise en Arctique. Cette banquise, c'est vraiment le climatiseur de la planète. C'est cette très grande surface blanche, on a l'impression que c'est un nuage, c'est de la glace qui est posée sur l'océan. Et cette banquise, puisqu'elle est blanche, puisqu'elle est gigantesque, elle renvoie une grande partie du rayonnement solaire dans l'espace. Donc elle se débarrasse de la chaleur du soleil, donc il fait de plus en plus froid. Le problème, c'est que cette banquise, on est en train de la perdre. En 40 ans, on a perdu à peu près 40% de la surface de la banquise en Arctique. Et là, les dernières études scientifiques nous montrent que dans les 7 prochaines années, on risque d'avoir des étés sans banquise dans l'Arctique. Donc cette banquise, non seulement elle se prend en pleine face le changement climatique, mais aussi, il y a quelque chose d'assez terrible qui se passe, c'est que la pollution de l'air accélère encore plus la fonte de la glace. On le voit bien dans nos villes, que ce soit à Lyon, à Grenoble ou à Annecy, on a beaucoup de pollution de l'air. Ces petites particules fines, elles sont déjà très mauvaises pour nous, mais quand elles retombent sur la neige et la glace, elles accélèrent encore plus la fonte de ces surfaces. Et ces surfaces disparaissent donc encore plus vite. Et donc aujourd'hui, plus on brûle d'énergie fossile, plus la glace elle ressemble à ça. Ça, ce sont de vraies photos de la calotte polaire du Groenland. Donc là-dessous, il y a de la glace. Et aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Une partie de l'Arctique s'assombrit, se salit, et donc fond de plus en plus rapidement. Et donc c'est pour ça qu'avec mon équipe, on s'est dit c'était aussi à nous de montrer l'exemple. En fait, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut continuer à étudier les glaciers à coups d'hélicoptère? Comment est-ce qu'on peut aller étudier l'impact de la pollution de l'air si nous-mêmes on pollue? Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir des personnes, d'avoir des entreprises, d'avoir des scientifiques qui montrent la trace. Et notre expédition, vous allez le voir, elle n'était pas parfaite, elle était loin de l'être, mais au moins on a tout tenté pour montrer qu'on a besoin de mieux faire. Aujourd'hui, c'est important de pousser vers l'exemplarité,
d'inspirer, de montrer qu'on n'y arrive pas parfois, qu'on se relève, qu'on continue. Et nous, vous allez voir par la suite à quel point on a pris cher pendant cette expédition, mais à quel point on a essayé de garder le cap. Camille, à toi. Ces transitions sont géniales. Merci. Non, mais je ne sais pas si vous voyez l'idée, peut-être un peu maquillée, mais c'est de vous parler de comment nous, une fois qu'on a eu un peu ce moment-là où vous avez je ne sais plus, il y avait une métaphore très jolie de là, vous rentrez dans le chemin, vous quittez bon, c'était l'idée de là, vous allez être dans la merde, vraiment maintenant, vous allez être dans la vraie difficulté. Et comment est-ce que vous gardez le cap avec votre feuille de route concrètement sur le terrain, au-delà des intentions, et c'est déjà hyper dur, mais maintenant, comment ça se passe? Donc, on s'est dit, c'est intéressant de voir comment toi, tu le fais dans tes expéditions et comment, en tant que simple citoyenne dans l'activisme, on est confronté tout le temps à ces sentiments que vous traversez déjà, bien sûr, et que vous allez encore plus traverser en étant un peu l'outsider de l'intérieur, quoi. Et donc, pour vous parler de ça, je voulais vous donner 2 exemples qui illustrent bien le sentiment d'impuissance qu'on peut sentir. Je ne sais pas si c'est un sentiment en levant la main, qu'il y en a beaucoup qui se sentaient, avant de venir ici, plutôt impuissants face à l'ampleur du dérèglement climatique et tout ça. Ok, il y en a qui sentaient puissants. Waouh, la régie est dingue. Il y en a qui sentaient puissants, parce que c'est trop bien, ok. Non, ok, il y a juste des gens qui n'ont pas le lin. Ah si, on a un monsieur puissant, merci, très bien. Enfin, qui es-tu? Vous travaillez pour qui, monsieur? D'accord. Non, et en fait, ces sentiments d'impuissance, moi, je l'ai toujours vraiment partagé, vu autour de moi, et c'est ce qui crée l'apathie. Et plus que, et on parlait avec quelqu'un là de Pablo Servigne qui parle beaucoup de la peur, qui m'a beaucoup apporté sur l'idée des émotions. Et moi, je l'avais plus intuitivement, mais c'était cette idée de dire qu'est-ce qui crée l'apathie? Qu'est-ce qui fait qu'en effet, on a l'impression que la chose publique nous échappe, que les décisions sont prises sans nous et qu'on est un peu condamné, comme si le dérèglement climatique, c'était quelque chose qui planait un peu dans l'air, comme une pandémie qui nous tomberait dessus. Et puis, par hasard, il y aurait certains qui seraient les élus d'une élite d'un club qui deviendraient les quelques écolos de la bande. Et en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une apathie terrible. Et on s'est rendu compte qu'on a comme l'imaginaire commun que c'est précisément parce qu'on va être alarmiste, parce qu'on va vous faire trop peur, que du coup on ne va plus oser bouger. Alors qu'en réalité, si là on n'avait pas peur que cette salle prenne feu, il n'y aurait pas d'issue de secours, il n'y aurait pas d'extincteur, on ne serait pas préparé à ce que potentiellement il y ait un réel danger. Et ça, je pense que vous l'avez expérimenté dans les premières séances. En fait, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rappeler les faits, de montrer le vertige réel et de, même si on a l'impression de le savoir, d'être face au vertige. Parce que si on ne ressent pas dans notre corps, dans notre chair, alors jamais on va être capable d'avoir une réponse qui est à la hauteur de cette ambition. Donc c'est pas ça qui crée l'apathie. Si là on a peur qu'une voiture nous fonce dessus, et précisément on va fuir. Si ça ne nous fait rien, on risque d'être là et on risque de se faire écraser. Donc ça peut créer un mouvement d'avoir une peur à la hauteur du danger. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on n'en fait pas qu'un objet intime en soi, recroquevillé, une espèce d'angoisse sans objet, mais comment est-ce qu'on se dit très bien, c'est flippant, là, les glaciers, ce qu'elle vient de dire, c'est flippant, mais quel est mon pouvoir d'action dessus? Où est ma puissance? Et une puissance qui n'écrase pas les autres, vraiment une puissance à la Spinoza, quoi, une puissance qui est qu'un élan vital. Et dans l'activisme, moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à me battre en étant vraiment des David contre Goliath. Un seul exemple très rapide, c'est celui, avant de parler de Fumara, peut-être juste après, la prochaine 5 minutes. C'était contre une pipeline en Ouganda. En gros, j'ai une très bonne amie allemande qui s'appelle Louisa, qui me dit Camille, je viens en France avec des activistes ougandaises parce qu'il y a une entreprise française, Total Energy pour ne pas le nommer, qui est en train de construire la plus grande pipeline chauffée au monde entre l'Ouganda et la Tanzanie. Il y a 100 000 personnes de déplacées, ça passe devant un parc national. Vraiment, c'est très dur ce qui se passe là maintenant pour le climat, pour les gens. Voilà. Et on était là, 5 pélos, à se dire, mais c'est super, mais alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là, vous nous demandez quand même de s'attaquer à un monstre, quoi. Ça représente la plus grande entreprise française, c'était fou. Et ce sentiment d'impuissance, on l'a dépassé en défaisant la pelote de laine. C'est-à-dire qu'on s'est dit très bien. D'abord, on s'est attaqué aux géants. Donc, on a essayé d'aller courser la ministre de l'époque, qui était le ministre de l'énergie, pour lui dire, mais est-ce que vous avez entendu parler de ce projet? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que on continue ou pas?
On s'est pris des murs, des plafonds de verre, des plafonds de verre. Et en fait, en défaisant à chaque fois la pelote de laine, on arrivait à couper des fils un à un. C'est-à-dire qu'on s'est dit, très bien, bon bah, cette pipeline, elle a besoin d'argent pour être financée. Qui la finance? Des banques. Si jamais on veut que les banques arrêtent de financer ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien moi, j'ai pris des actions dans les banques. Donc j'ai pris ma banquière m'a prise pour une débile parce que j'en ai juste une action dans chaque banque, c'est vraiment très étrange. Mais du coup, je suis devenue actionnaire de BNP, actionnaire de pas mal de banques, pour aller aux assemblées générales et pouvoir poser une question en tant qu'actionnaire en disant bah, vos slides super belles sur la stratégie verte de l'entreprise, est-ce qu'elle est crédible si par ailleurs vous financez la plus grande pipeline chauffée au monde? Peut-être pas. Et donc en fait, en allant comme ça, couper un à un les fils, ça a permis de déstabiliser la méga machine. Et ensuite, au début on était quelques-unes, mais on a créé un élan tectonique qui était assez démentiel, parce que ce qui se passait, c'est qu'on avait, demandé aux gens, et là c'est tout l'intérêt pour moi, c'est quand on inverse la question, au lieu de dire voilà ce que vous pouvez faire, au lieu de vous faire une conférence pour vous dire alors vous devriez faire ça, il y a 10 points pour sauver le monde, plutôt dire voilà les problèmes. On a la plus grande pipeline chauffée au monde, qu'est-ce que vous pouvez faire? Avec votre intelligence, votre idée, de là où vous êtes, vos connaissances, vos contacts, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Et en retransformant cette question-là, on a pu faire naître des idées créatives dingues d'activisme. C'est comme ça qu'on a eu l'idée d'acheter des actions pour aller dans les assemblées générales. C'est comme ça qu'il y a des geeks qui me disaient « mais moi j'ai trop peur des foules, donc je ne vais pas venir faire des manifs ou des blocages de trucs. Par contre, je peux en quelques heures vous faire quelque chose d'assez génial qui serait une application sur laquelle les gens ont juste à rentrer leur épargne et ils peuvent savoir si indirectement ça finance cette pipeline et envoyer un mail automatique à leur conseiller pour dire bah, si c'est ça, moi je pars. Donc d'un coup, moi ça me paraissait de la science-fiction, mais j'ai l'impression d'être dans le bureau des légendes, c'était trop bien. Et d'un coup, je vous jure, il y avait des dizaines de milliers c'était fou, de mails qui avaient hyper précis, qui étaient envoyés à des grands patrons de banque. Et nous, on avait nos téléphones qui n'arrêtaient pas de sonner de ces banques-là qui demandaient à nous rencontrer, à faire des rendez-vous pour dire bon, bah, très bien, ok, qu'est-ce que vous voulez, quelle est cette chose? Et j'ai un nombre d'exemples comme ça assez fascinants. Là maintenant, on s'attaque aux assurances. Et là où on en est, pour vous dire que ça marche, c'est que ça devait commencer il y a l'année dernière et qu'ils n'ont toujours pas bouclé leur rapport financier. Donc ils n'ont toujours pas trouvé, parce qu'on a fait enlever toutes les banques françaises, il y a plus de 20 banques mondiales et une quinzaine d'assurances, maintenant on s'attaque aux assurances, qui ont à chaque fois lâché, dont des banques qui étaient des conseillères carrément financières sur le projet. Et ça, on a commencé, pas parce qu'on est extraordinaire, mais parce qu'on était 5 et on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait face à cette montagne terrible? C'est quoi la prochaine étape? Si on défait le fil et cette pelote de laine, quel fil on peut couper pour que ce qui nous paraît immuable le soit plus? Et ça a marché parce qu'on a réinversé la question, qu'on s'est mis dans une autre posture, qui n'était pas de vous dire, voilà ce que vous devriez faire, les entreprises du transport, vous les entreprises de l'agro-industrie, vous les entreprises de la finance. En réalité, j'en sais rien. La seule chose honnête qu'on peut vous dire, c'est qu'on est face à un vertige et qu'on le voit et qu'on le ressent. Et qu'on a vraiment besoin de vous pour faire cette première marche. Cette première marche, elle est ambitieuse. Ce n'est pas une première marche à laquelle on se cache, mais elle peut être très créative et elle peut être cet endroit où tout tremble et créer en fait ce que je trouve, c'est ce que j'appelle le soulèvement, mais c'est un endroit où il y a du fracas. C'est un endroit où on fait advenir ce qui est complètement impensable, ce qui fait qu'aujourd'hui, 4 activistes ougandaises, une polonaise, une française et une allemande sont peut-être en train, grâce à des millions de gens qui nous ont suivis, d'empêcher que la plus grande pipeline chauffée au monde se construise. Donc vous pouvez faire bien plus encore dans vos secteurs et dans vos entreprises. Waouh. C'est un peu plus long. Chapeau, hein, quel challenge. C'est vrai que nous aussi, on a nos montagnes quand on part en expédition et nos challenges qui nous terrifient. Nous, après 4 ans de travail sur Zoom, enfin, l'expédition commence. Il était temps. On part au mois d'avril 2021. Et les conditions sont censées être toujours très belles, très froides au mois d'avril. C'est vraiment la meilleure fenêtre météo pour partir en expédition. Et en fait, dès le premier jour, on marque qu'il y a quelque chose de complètement inhabituel qui est en train de se passer au Svalbard. Le premier jour de l'expédition, il fait 5 degrés, quand il devrait faire -20, -25. Et en fait, on est en train de rentrer dans une vague, dans un chaos climatique
comme on n'a jamais vu là-haut dans l'Arctique. Donc dites-vous bien que dans notre expédition, voilà, on était 4 absolument experts de ces conditions-là. Et au bout de quelques heures, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Même si c'est un secteur qu'on connaît par cœur, en fait, on a très vite compris qu'il fallait qu'on lâche prise et qu'on soit beaucoup plus attentif à comment les choses étaient en train de changer. Je m'explique. En fait, tous les 2 jours, on s'est mis à avoir des tempêtes comme j'ai jamais vu. Les tempêtes, elles sont devenues tellement violentes, on a eu des tempêtes, des vents jusqu'à 140 km/h. Quand on a des vents à 140 km/h et qu'on est en fait en expédition et qu'on campe, eh ben c'est vite vu, on ne peut plus camper. Parce que les tentes s'envolent. Même avec nous, hein, les tentes s'arrachent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a assez rapidement dû comprendre que finalement, tout cet environnement qu'on connaît par cœur, ce n'est plus du tout le même. À nous de nous adapter. Et en fait, on a pris une décision qui est un peu bizarre dans l'équipe. Tu parlais de peur tout à l'heure. On a décidé de suivre l'avis de celle qui avait le plus peur. Moi, j'ai très peur des avalanches. Celia, elle avait très peur de la banquise. Anna, elle avait peur des ours polaires. Nina, elle avait plus peur des tempêtes. Et en fait, ça nous a évité beaucoup de problèmes. Mais ça marche seulement si on respecte les peurs de l'autre, si on a suffisamment de bienveillance et d'empathie par rapport à ça. En fait, on se rend compte au quotidien, quand on s'agresse les uns les autres, c'est souvent qu'il y a des peurs derrière. Et ces peurs, il faut les écouter, en fait. Il faut aussi oser les exprimer. Et nous, à force de les exprimer, on arrivait à prendre des bonnes décisions. Mais c'est des décisions qui nous permettaient tout simplement de rester en vie. C'est ça, nous, les décisions qu'on prend quand on est en expédition. C'est vraiment des décisions de vie ou de mort. Donc d'écouter ses peurs, c'est crucial. Quand on s'est retrouvé dans la pire des tempêtes et qu'on voit qu'il y a une tempête à 140 km/h qui arrive, qui va durer 3 jours, moi je dis à mon équipe, un peu en rigolant, parce qu'on essaie quand même d'avoir un tout petit peu d'humour dans les pires situations, je leur dis, bon allez, il n'y a plus qu'à s'enterrer, hein, vu où on en est. Et Celia, la Norvégienne, me dit, oui, il n'y a plus qu'à s'enterrer, et c'est ce qu'on va faire. Et donc, le peu d'heures de libre qu'on avait avant que la tempête qui arrive, qu'est-ce qu'on a fait ? On a creusé. On a creusé pour nos vies, quoi. On a creusé des galeries gigantesques. On ne savait pas combien de temps on allait rester bloqué dedans. Mais c'était vraiment la situation de vie ou de mort. Donc là, j'ai l'air trop contente dans mon petit tunnel en haut à droite. En vrai, j'avais peur qu'on meure asphyxié. J'avais peur que le trou d'entrée se fasse recouvrir par une avalanche. Et ça nous a sauvé la vie, en fait, d'écouter nos peurs et de se respecter les unes les autres. Donc finalement, après cette tempête gigantesque, on a eu encore une dizaine de jours de tempête. En fait, on n'arrivait pas du tout à voir le bout, quoi. Vous savez, quand on est dans une période où vraiment on est dans le tunnel et on ne voit rien d'autre que le tunnel, quoi. Et nous, c'était ça. En fait, on avait nos potes qui étaient en ville, la petite ville où il y a l'université, qui nous envoyaient les conditions météo. Et nos potes, c'est des météorologues. Et même nos potes n'arrivaient pas à croire les conditions qu'on était en train d'avoir. Ils disaient, écoutez, on ne comprend pas. C'est historiquement anormal d'avoir des conditions aussi mauvaises. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, et j'adore ton image de la pelote de laine, nous aussi, d'une certaine façon, on a défilé, comme ça, on a tiré les fils de la pelote de laine. En fait, on a très vite compris que cette expédition, en fait, il ne fallait pas qu'on pense à la finir. Peut-être comme votre feuille de route, on a tous des objectifs de fou. Nous, on avait 1 mois d'expédition devant nous quand même. Et en fait, on n'arrivait pas à penser à la fin de l'expédition. Donc on s'est dit, bon allez, on pense à la prochaine semaine. Et puis après, on s'est dit, non, on pense à aujourd'hui. Et on est tellement arrivé à être dans une misère telle qu'on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on prenne cette expédition 1 heure après l'autre. Et c'était la seule façon avec laquelle on a pu la continuer, cette expédition. Sinon, ça aurait été trop dur. Le challenge, la montagne était beaucoup trop haute pour nous. Et en fait, 1 heure après l'autre, en écoutant nos peurs, en ayant énormément de bienveillance, en se respectant les unes avec les autres, petit à petit, cette expédition, on a pu la continuer. Petit à petit, on a pu récolter nos échantillons scientifiques. Mais si on s'était tout de suite dit qu'on pense que dans 30 jours, on aurait fait 500 km de ski, je pense que notre feuille de route à nous, on ne l'aurait jamais terminée. Camille. Et donc, vous avez parlé de la peur et du sentiment d'impuissance, pour vous montrer que ça marche et qu'on peut le surpasser.
il y avait aussi cette idée que à quoi sert l'impuissance? En fait, se dire à qui elle profite l'impuissance? Ce sentiment-là d'apathie généralisée qu'on a pu avoir, que en fait, c'est jamais nous, il y a toujours au-dessus qui prennent des décisions. Je me suis retrouvée dans des situations avec des gens très très puissants, d'entreprises vraiment qui décident beaucoup et qui pour moi, en fait, décidaient de la pluie et du beau temps. Et ces patrons-là, mais vraiment, on a eu parfois des discussions très sincères et qui ont pu me dire à la fin, mais Camille, mais moi je peux pas, c'est pas moi qui décide là en fait. Je suis impuissant face à ce que tu me dis. Je me dis, mais si toi, qui diriges des plus grandes, des entreprises les plus puissantes, tu me dis que tu es impuissant, mais moi je meurs. Enfin, je veux dire, qui je suis? Comment est-ce que des gens comme moi, des citoyens qui juste vivent les conséquences de vos décisions, qu'est-ce qui nous reste en fait pour se tenir debout, pour rester digne, pour avoir la juste dignité de regarder en face? C'est un philosophe génial, Didier Huberman, si ça vous intéresse, qui travaille sur la désobéissance, qui dit ça. Qu'est-ce qui me reste pour avoir la juste dignité de regarder en face? Et en fait, je me suis rendu compte que cette impuissance, elle permettait le fait qu'on ne s'organise pas. C'est parce que moi je vais dire, c'est pas à nous les citoyens, c'est vous les entreprises. Et qu'après, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas nous les petites entreprises, c'est les grandes entreprises. C'est non, c'est les actionnaires, c'est les politiques, c'est l'international. Et pendant qu'on fait ça et qu'on se rejette cette fameuse triangle de l'inaction dont tu parlais, on s'assure bien qu'on reste sur une seule trajectoire qui nous condamne à une seule chose, c'est de ne plus avoir de trajectoire. Donc deuxième exemple, les derniers dont je voulais vous parler, c'est celui des fonds marins. Et on va travailler pas mal dessus avec Heidi, sur ce sentiment d'impuissance. Et une fois qu'on a compris qu'il était un peu choisi, et même orchestré, quand on travaille sur l'histoire, moi je travaillais beaucoup sur les énergies fossiles, mais sur l'histoire des grandes majors, notamment aux États-Unis, on se rend compte qu'elles ont eu les mêmes stratégies que les grands cigarettiers dans les années 70, pour faire fumer la deuxième moitié du pays qui étaient les femmes, parce que c'était vraiment comme quelque chose de très masculin, la cigarette. Ils sont allés voir Edward Bernays et d'autres qui sont vraiment des grands manias de la publicité. C'était le neveu de Freud, et donc ce gars-là traînait avec tous les gens un peu cool de la psychologie de l'époque. C'est quand même pas mal d'avoir Freud comme tonton. Et il lui a dit, mais ok, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que l'autre, pour faire péter une barrière morale, en fait, une barrière psychique, qu'est-ce qui se passe? Il s'est rendu compte que c'était très associé à un symbole masculin, la cigarette, et que donc pour faire fumer l'autre moitié de la population, il fallait au contraire en faire un symbole de libération de la femme. Donc c'est ce qu'on appelait les Torch of Freedom. Et il a une idée géniale, terrible mais géniale, c'était de faire venir des gens, des journalistes en fait, qui étaient devant une manif féministe. Il avait embauché quelques mannequins pour participer à cette manif, et en leur disant à un signal donné, vous allez prendre votre cigarette, comme le pantalon était devenu un symbole de libération, avec votre cigarette, ça allait être vous les féministes, clope au bec, et vous reprenez le pouvoir sur cet objet très masculin. Et c'était devenu la Torch of Freedom, c'était partout, une des médias le lendemain, et c'était repris dans les films, et c'était devenu ce symbole-là. Et ça, on voit comment, avec l'industrie du fossile, ils ont transféré un peu tous ces mécanismes-là. Ce qu'a fait ensuite les cigarettiers, sur l'impuissance, c'était de montrer que c'était pas la cigarette qui donnait le cancer du poumon. C'était tout un tas d'autres choses, par exemple une certaine peinture des murs. Et certes, ça donnait un petit peu aussi le cancer du poumon, mais c'était tellement minoritaire face à la cigarette. Mais le fait qu'il y ait plein de recherches et d'études qui soient financées en ce sens, ça permettait cette phrase « il faut bien mourir de quelque chose, tout donne le cancer du poumon ». Là, vous voyez l'analogie assez facile avec l'industrie fossile, qui s'est aussi dit, avant, on va mentir, pardon, je vous ai loupé une toute petite partie, mais c'est qu'avant, ils n'ont pas assumé que ça donnait le cancer du poumon, il y avait quand même des pubs qui disaient que c'était bon pour la santé de fumer. Donc là, c'est le moment où les énergies fossiles disent, c'est pas du tout le climat, c'est vraiment pas du tout quelque chose d'humain, donc on invente le climato-scepticisme. C'est une invention, climato-scepticisme, on paye des gens pour répandre des fake news. Une fois que ça commence à se voir, ils font la même stratégie que les cigarettiers, c'est-à-dire qu'ils vont surfinancer, on en parlait, des études sur la géo-ingénierie, la capture magique du carbone par des grandes machines, des grands aspirateurs, trouver des solutions complètement loufoques, mettre des rideaux dans l'Arctique pour essayer de régler les courants, pour se dire non mais ça va marcher un peu. Et comme ça, on dissimule et on crée une impuissance précisément à cet endroit
Parce qu'alors on se dit, ouais, s'il y a des gens très intelligents qui sont en train de gérer ça dans un garage, parce que je trouve que les décisions géniales, les inventions toujours dans des garages à Harvard, je sais pas pourquoi, mais bah ça va. En fait, si eux vont trouver une solution miracle, moi je reste bien dans mon impuissance. Et une fois qu'on regarde historiquement tout ça, on se rend compte qu'on ne peut pas attendre d'eux de nous sauver, pas seulement, parce qu'ils ne font qu'essayer de protéger une poule aux œufs d'or. Donc quand on les outrepasse et quand on essaye de dire on va penser en dehors de ces endroits, et il y a une forme de puissance à retrouver, c'est ce qui s'est passé sur les fonds marins, où on est arrivé dans une toute nouvelle industrie. Ce n'était pas juste un nouveau projet, une nouvelle autoroute, une nouvelle pipeline. Là, c'était est-ce que oui ou non, on va dans les abysses, l'endroit au monde que l'on connaît le moins, on est plus allé sur la Lune que dans les fonds marins, et est-ce qu'on va aller y chercher des minerais rares, du cobalt, du manganèse, pour les batteries. Ça peut sembler être une bonne idée, parce qu'on se dit, bah, ok, les minerais, ce sera la transition énergétique. Et les scientifiques nous ont été tétanisés à cette idée, nous ont alertés en disant, mais là, ça risque de faire péter la fonction de puits de carbone de l'océan. Donc tout le carbone qui est capturé dans les fonds marins, un tiers du carbone qu'on émet, bah, potentiellement, il y a une partie qui pourrait être relâchée en fait, dans l'atmosphère. Donc je ne sais pas si vous imaginez le danger immense que c'est. Et moi, la grande claque que j'ai eue à ce moment-là, c'est que le temps est l'axe général du combat écologique. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait face à une urgence telle, et donc on a envie d'aller très vite et toujours et d'être impatient. Et c'est pour ça que je voulais vous dire ça à vous particulièrement. Quand il y a une feuille de route, on a envie de faire tant, et c'est tellement important d'avoir cette urgence, d'avoir des actions à la mesure de cette urgence. Mais des fois, on a vraiment besoin de dézoomer, d'avoir ce temps long pour se dire, là, ça a l'air très facile, comme ça on a des minerais qui servent aux batteries électriques. C'est une solution de court terme efficace. Mais quand on faisait l'effort intellectuel de dézoomer et de réaliser l'énorme connerie qu'on était peut-être en train de faire et qu'on était en train de condamner des espèces qu'on n'avait même pas encore découvertes et d'engager des générations entières dans une trajectoire de bombe climatique, on s'est dit c'est pas vraiment par là qu'on doit aller. Donc on s'est battu beaucoup contre ça, on a réussi à obtenir que 20 pays rejoignent un moratoire contre l'exploitation des fonds marins, on a retourné la position française et là on s'attaque, c'est pour ça que je vais peut-être aller au Svalbard cet été avec Heidi normalement, parce que c'est la Norvège qui est en train d'ouvrir les eaux d'Arctique, exactement ce que vous voyez là, le premier endroit au monde où ça pourrait avoir lieu, c'est précisément en Norvège, mais on va arriver entre temps et donc ça va marcher et vous allez nous aider, d'accord donc c'était juste pour vous dire ça, c'est que ce sentiment d'impuissance, en fait, il sert simplement à nous diviser, il sert simplement à faire en sorte qu'on ne s'organise pas et qu'on imagine que cette chose très grande, elle n'a aucune aspérité sur laquelle on peut s'accrocher, alors que c'est pas vrai. Un des super alliés, c'est que la feuille de route que vous allez faire, à la fois on voulait vous parler des petits pas, des petites montagnes, des petits endroits de l'heure après l'autre, mais qu'en même temps, se rappeler le pourquoi, foncièrement, viscéralement, on fait tout ça. Ne pas perdre de vue cette bigger pictures, ça nous évite des erreurs qui auraient pu être fatales. Donc cette feuille de route, j'espère qu'elle sera encadrée au-dessus de votre lit, à côté du rapport du GIEC et des papiers de Heidi, bien sûr. Et vous vous direz, ok, là, je fais ce pas-là, mais parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Et à chaque fois que je vais faire le pas d'après, la décision d'après, vraiment se poser la question très sincèrement si elle s'inscrit dans la bonne direction. Alors, pendant ces tempêtes, je me répétais cette phrase un peu comme un mantra. Moi, j'adore Shackleton, qui est un explorateur anglais, hein, vraiment les meilleures histoires de leadership. C'est vraiment de Shackleton. Et il disait cette phrase, qui est très sympa sur le papier, hein, « Difficulties are just things to overcome ». Et en fait, quand une nouvelle tempête arrivait, j'essayais de switcher un peu ma façon de penser, plutôt de me dire « Mais non, mais vas-y, mais on en a déjà eu 7 des tempêtes, on commence à plus avoir de bouffe ». En fait, je me disais « Good, good ». C'est bien qu'il y ait une tempête qui arrive là. Là, ça va nous prouver quoi. Là, ça va vraiment nous montrer de quoi nous, on est fait. Et c'était pas facile. Mais vraiment, j'essayais de tourner le plus négatif dans un positif. Et on essayait, dans quelque sorte, à notre tout petit niveau, de se sublimer en fait face à ces difficultés. Bon, ça marche très bien en théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'au bout d'un moment, mine de rien, l'équipe, elle commençait à être absolument épuisée. Et heureusement que les conditions de météo ont petit à petit commencé à s'améliorer. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Camille,
Nous, on avait l'objectif de passer 1 mois sur le terrain, 500 km à ski, en tirant notre équipement derrière nous. Au bout d'un moment, en fait, on peut être obnubilé par la difficulté et on oublie, en fait, à la base, pourquoi on s'est lancé là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de partir au Svalbard? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire une expédition bas carbone? Pourquoi on est en train de se prendre la misère au quotidien de risquer notre vie? Et en fait, cette importance de dézoomer, elle est vraiment, vraiment cruciale. On a vraiment besoin de comprendre, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça pour nous. On a fait cette expédition parce qu'on avait besoin de ces données scientifiques. On a aussi fait cette expédition pour montrer qu'on peut faire la science autrement. On a fait cette expédition parce qu'il y avait aussi des écoles du monde entier qui nous suivaient. N'oublions pas pourquoi est-ce qu'on les met en place, ces feuilles de route. Oui, bien sûr que c'est pour nous, c'est pour notre entreprise, c'est pour nos employés, nos collaborateurs. Mais en fait, c'est aussi et surtout pour quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est vraiment crucial de se le rappeler. Alors petit à petit, on les a bouffés, ces kilomètres. Heureusement, les températures sont venues autour des -25. La neige, la banquise était encore là. Et on a pu continuer à récolter un maximum de données scientifiques. En tout, c'est à peu près une centaine d'échantillons qu'on a récoltés tout ensemble. Alors, on a pris cher. Moi, j'ai ma peau qui a vieilli 10 ans, je pense, pendant l'expédition. Mais c'est ça, de faire de la science. En fait, c'est vraiment de se mettre au service d'une cause. Et franchement, cette expédition, jamais j'aurais pu la continuer sans les talents qu'on avait autour de moi. Mais surtout, ce que je retiens de cette expédition, c'est oui, bien sûr, ces paysages extraordinaires. L'émerveillement total, même au cœur d'une tempête. D'arriver, en fait, encore une fois, à switcher sa façon de voir les choses. Quand tu as une tempête qui arrive, tu peux te lamenter. Tu peux te lamenter très longtemps. La tempête, elle n'en a rien à battre. Elle ne va pas s'arrêter parce que tu es un peu énervé. En fait, on a assez vite compris qu'il fallait lâcher prise. Et on en parlait à midi avec quelques-uns d'entre vous. On a accepté seulement de s'énerver sur les choses qu'on pouvait contrôler nous-mêmes. Et ça, je ne vous dis pas à quel point ça nous a libéré de l'énergie au cours de cette expédition. Mais surtout, on a récolté des belles données scientifiques, mais moi, ce que je retiens de cette expédition, c'est en fait un territoire que je connais par cœur, le Svalbard, mais que je ne reconnaissais absolument pas. Et je vous assure que quand on est rentré chez nous, quand on a fait ces 458 km en ski, qu'on n'avait plus de genoux, qu'on n'avait plus de peau sur les doigts, qu'on avait vraiment la peau cramée du visage, moi, ce qui m'est resté, en fait, c'est une rage absolue de tout faire pour défendre ces paysages. C'est pas normal ce qu'on a vu. C'était historiquement terrible. Et ce qu'on a vu en 2021, maintenant, ça se répète chaque année au Svalbard. Il fait beaucoup trop chaud. Cet environnement, il est en train de se désintégrer. Et en fait, tout ce qui se passe là-haut vous impacte, nous impacte ici en France au quotidien. Et en fait, cette rage, pour moi, elle est importante. Parce que moi, c'est ce qui me fait me lever le matin, finalement, cette colère. C'est pour ça que là, à la COP28, malgré le résultat de la COP, tout le monde s'est énervé, quoi. Ça a failli être un échec absolu. Et en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça, pour moi, c'est ma pile électrique, quoi. C'est ma raison de me battre. C'est parce que ces paysages-là, moi, j'y ai tout mon cœur là-haut, au Svalbard. Moi, ces paysages-là, ils m'émerveillent. Ils me rendent toute petite. Je me rends compte de la force de la nature quand je suis là-bas. Et ça, je ne peux pas vivre sans, moi, ces paysages. C'est pas possible. Et moi, c'est cette rage absolue qui fait que je ne lâche absolument rien aujourd'hui. Et donc, franchement, je vous regarde, on a besoin que vous aussi, vous ayez cette bonne rage au quotidien. Cette rage, elle soit positive, elle soit constructive. Mais il la faut, cette rage. Parce que la montagne qui est en face de nous, elle est très grande, mais elle n'est pas insurmontable quand on travaille tous ensemble. Et moi, cette expédition, jamais je l'aurais terminée si je n'avais pas 3 autres rageuses autour de moi qui n'ont absolument rien lâché. Je vous remercie. Je vais juste faire une seconde. Oui, ça marche. Le temps étant imparti, je vais faire une conclusion en 2 secondes parce que c'était trop beau. Je voulais sur ces paroles, mais c'est juste peut-être rappeler que là, je vais raconter 2 victoires parce que c'est important de montrer que ça marche et que vous pouvez arriver.
mais c'est juste une somme d'un milliard d'échecs qu'on s'est pris de vent, de murs, de portes fermées, de honte, de moments de gêne, de moments de découragement. Et c'est pas vrai, pas de découragement, ça nous arrive pas trop. Mais par contre, des moments où on s'est dit, punaise, pas cette fois, pas encore celle-ci, ok, très bien, pas cet angle, bah, ça doit être l'autre. On va s'entourer d'autres personnes. Et si on essayait ça et en fait, au final, ça aboutit. Mais on se bat pas pour ça. Donc, je vais finir sur ça. On se bat pas seulement parce que ça marche, en tout cas pas moi. Moi, je me bats pas parce que je pense qu'on peut gagner. Je me bats parce que c'est juste et parce que je ne pourrais pas faire autrement. Je ne pourrais pas rester droite et vous parler si je ne faisais pas partie de celles et ceux qui, demain, ou dans les yeux de mes enfants si j'en ai, pourraient les regarder en disant, tu vois là dans les livres d'histoire, quand tu vois des tragédies qui sont passées, ben, il y en avait quelques-uns, peut-être un peu luberlus, hein, mais qui sont restés debout, qui ont décidé de résister à une direction d'une époque qu'ils jugeaient honteuse. Donc c'est peut-être ça aussi votre rôle, quoi, que vous fassiez que ça marche ou pas. C'est pas juste pour ça qu'on le fait, mais c'est pour rester digne et pour redonner peut-être un petit peu de beauté, dignité à notre espèce. C'est quand même pas rien. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous deux. J'étais très heureux de retrouver Heidi et de faire la connaissance de Camille. Alors j'ai une question pour toi, Camille. À plusieurs fois, tu as dit, tu emploies l'expression « on » et pas « je ». Et je voulais savoir qui est-ce qu'il y avait derrière ce « on ». Et puis par ailleurs, comment on devenait activiste et comment on vivait en tant qu'activiste. Bah, c'est parfait, je vous fais une campagne de dons. Hein. Là, vous m'avez offert sur un plateau d'argent. C'est pas moi qui en ai parlé, je vous préviens. Non, mais en fait, le on, alors, il est intuitif. C'est-à-dire que j'ai toujours dit on parce que ce rôle médiatique et aussi d'être sur une scène, en fait, en réalité, il est très important. Il est vraiment très important. Il est nécessaire, mais non suffisant. Et c'est une partie de ce que je fais. Une petite partie de ce que je fais. Une plus grande partie, c'est beaucoup de lobbying et de terrain. Plus de lobbying en ce moment, selon les sujets. Mais qu'en fait, il n'existe pas sans plein de gens. C'est-à-dire que là, je vous parle de choses sur les fonds marins. Il y a plein de scientifiques qu'on ne voit jamais, mais qui font des trucs de dingue. On travaille avec des activistes norvégiens, avec des gens pareil, sur la pipeline ICOP. Ça a tellement monté qu'il y a une association qui s'est montée dans, je crois, 15 pays maintenant, qu'on a des stop ICOP dans plus de 15 pays, au Japon, Kyrgyzstan, enfin, c'est devenu complètement dément. Et c'est c'est-à-dire qu'en fait, moi, concrètement, le président d'une banque que je n'aimerais pas, il n'en a rien à faire de me recevoir, moi, Camille, petite étudiante. Mais c'est parce qu'il y a d'un coup 100 000 personnes, bon, peut-être un peu moins, mais beaucoup de gens qui signent ou qui envoient des mails ou qui sont là ou qui sont prêts à aller dès le lendemain sur une action où on dit rendez-vous devant leur siège, que du coup, si il va ouvrir mon mail, il va dire ok, très bien, venez, parce qu'il sait très bien que je viens avec plus grand que moi, toujours. J'endosse ce rôle-là qui se passe. Et c'est une dialectique entre le terrain, le collectif et cet endroit où on ne peut pas être 100 000 sur scène, mais que en fait, je représente, je les représente pas, mais en tout cas, je les convoque, quoi. Ils sont avec moi. Donc c'est pour ça le on, et c'est aussi il y a une étude qui a été faite, c'était après, et c'était sur Greta, et ils se sont rendus compte que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur Greta. C'est très bizarre de voir des études sur soi-même, mais sur le fait qu'elle utilisait aussi beaucoup le on, et que c'est ce qui avait été une des clés du fait qu'elle avait embarqué autant de gens. Parce que si je vous raconte juste, moi je suis hyper géniale, soit vous allez me mépriser en disant quelle est cette fille qui n'a vraiment décidément pas d'humilité, ou alors dire oh là là, je l'ai géniale, mais dans ce cas moi je vais jamais pouvoir rien faire parce que elle fait des trucs super. Mais donc on crée comme ça une élite flottante qui fait que soit on la méprise, soit on l'adore, mais qu'on la rejoint pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me rejoigniez. C'est la seule chose qui m'intéresse, vraiment. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est juste quand on a eu des gens puissants à plein d'endroits différents de la société, dans les boîtes, dans plein d'endroits, qui ont dit « Ok, là maintenant on y va ». Voilà pourquoi le « on ». Donc c'est à la fois intuitif et stratégique. Et après, ça, faut que j'aille vite parce que sinon on va pas avoir le temps d'autres questions. Mais comment on devient activiste, c'est pas hyper intéressant, peu par hasard et pas par choix. Enfin, j'ai pas choisi, mais sinon je meurs si je fais pas ça. Donc voilà. C'est parce que je sais faire aussi. C'est la seule chose que je sais faire, peut-être bien. Et comment est-ce qu'on vit? Moi, je vis pas de ça. Je fais des choses à côté. J'écris un bouquin, je réalise des films. J'écris, en fait, c'est principalement des mots. Je fais quelques conférences parfois qui payent plutôt les actions. Mais pour mon loyer, c'est principalement les mots, ce genre de choses. Et là, on a lancé une campagne de dons, donc merci, qui s'appelle Avant l'orage.
Et c'est pour, justement, là, on va travailler sur un sujet au Yémen, il me faut un journaliste qui puisse aller faire des images, qu'on puisse le payer rapidement. Quand on organise des choses, plus on va pouvoir prendre de l'envergure, plus on va pouvoir payer des gens qui sont au quotidien avec nous, raconter tout ce qu'on fait, avoir des bons caméramans. Les actions qu'on fait là quand on va au Svalbard, je dois aller beaucoup en Norvège ces temps-ci, ça coûte très très cher. Et en fait, ça on en a besoin. Donc voilà, c'est notre manière de rester très indépendant, c'est d'être financé par les gens pour qui on se bat. Moi, ça me va très bien. Autre question? Il veut plus Max. Bonjour, merci beaucoup pour vos témoignages. Moi, je voudrais savoir, à l'une et à l'autre, s'il vous arrive de douter. Voilà. Jamais. Bah ouais, là, je ressors de 15 jours de doute là, à la COP28. Donc ouais, c'est super important. En même temps, de sans arrêt, en fait, se reposer la question. Mais en la COP28, ils utilisaient beaucoup cette expression de la North Star. C'est quoi notre étoile du Nord? Eh ben, l'étoile du Nord, c'est vraiment sans arrêt, c'est de poser la question, pourquoi je fais ça? Et j'adore le titre justement de ta série de documentaires dans laquelle Eddie est. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Pourquoi on se bat? Pourquoi on se bat? Et pourquoi on fait ça? Donc c'est super important. Donc en cas de doute, moi systématiquement, je me repose la question, attends, pourquoi est-ce que tu es à cet endroit-là? Quel était l'objectif? Et de pas oublier que c'est vraiment, on se bat pour ce qui nous dépasse aussi, quoi. Donc moi, c'est ça, mon remède au doute. Tu es d'accord, Camille? Non, mais c'est génial. Je me tais. Je répète en moins bien, ça sert à rien, vraiment. Il y avait d'autres questions. On prend la toute dernière question. Là, Antoine? Non? Merci à vous deux pour ce témoignage. J'avais une question, parce que donc, vous avez parlé de claques, de murs, et c'est ce qu'on se prend là depuis 10 mois tous ensemble. C'est ce qu'on vit en ce moment. Et on est là parce qu'on s'est posé, ils nous ont posé, l'équipe de la CEC, une question de travailler sur le régénératif. Qu'est-ce qu'une économie régénérative? Donc j'ai envie de vous poser cette question. C'est quoi pour vous le régénératif? À quoi ça vous fait écho? Voilà. On doit répondre à cette question. Il n'y a pas de réponse toute faite aujourd'hui. À nous de définir. La question. Attends, je peux peut-être commencer. Je tente un truc. Non mais bon, super question. C'est vrai que le régénératif est très important. On en parle beaucoup. Pour moi, ce qui est vraiment essentiel, en fait, là, on parle d'action. On parle d'expédition, d'aventure, on se dépense énormément. Il faut se redonner de l'énergie par rapport à ce qu'on fait. Moi, quand je me prends 10 tempêtes dans la tronche pendant 15 jours, et je vous dis, au bout d'un moment, j'essaie de switcher en me disant, ouais, qu'elles viennent les tempêtes, quoi, qu'elles viennent. Et en fait, vous allez voir, vous vous lancez, bien sûr qu'il y en aura des tempêtes, mais il faut arriver à switcher son état d'esprit pour kiffer ça, quoi. Donc, pour moi, la feuille de route régénérative que vous essayez de mettre en place, eh ben, il faut que vous arriviez à la kiffer. Donc, kiffez les difficultés, kiffez les moments faciles aussi, mais kiffez votre feuille de route, quoi. Bien sûr que ce ne sera pas facile, mais allez-y. Quelle aventure, quoi. Franchement, quelle chance de se lancer là-dedans. Donc, à fond, la régénération. C'est un slogan, quand même, j'adore. Non, mais du coup, pour prendre l'autre volet du sujet, en fait, tu disais, on parle beaucoup de murs et moi de combats, de choses où on se bat contre, mais en fait, à partir du moment où je gère des sciences sociales, en fait, en société, par essence, une non-action est une action. C'est-à-dire que quand on décide de faire un boycott national, par exemple, c'est une non-action. On décide de ne pas acheter quelque chose. En fait, c'est une action collective qui peut être hyper puissante et qui a dans l'histoire montré que c'était très puissant. Donc, c'est ce que Corinne Morel-Darleux, il y a un petit bouquin génial qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, qui parle de refus de parvenir. En fait, et ça, c'est ce qu'a fait Antigone, en fait. C'est de dire, les refus, être resté droit contre une direction qui nous semble honteuse, c'est pas forcément qu'une action contre. On ne doit pas avoir peur de dire qu'en refusant un monde, en fait, on en ouvre un autre. On ouvre des brèches, on ouvre des chemins de traverse. Donc, quand on va s'opposer, typiquement, à l'exploitation minière des fonds marins, c'est pas juste qu'on est contre tout en tant qu'écolos qui sont jamais contents, qui sont contre tout. C'est aussi parce que on sait qu'on refuse l'idée de dire la solution,
c'est le tout technologique, que la solution c'est toujours de l'extractivisme, c'est toujours de la domination sur des peuples autochtones, c'est toujours aller chercher plus, aller arracher, et jamais de foutre la paix parfois et de faire sans, et de penser différemment avec déjà ce qu'on a. Et l'exemple de l'océan, il est hyper puissant, c'est que la meilleure des choses qu'on puisse faire là pour donner une chance à cet écosystème qui, on rappelle, s'il n'existe pas, il n'y a pas de vie sur Terre, la meilleure chance qu'on puisse lui donner, c'est de lui foutre la paix. La meilleure chose que vous pouvez faire pour régénérer des stocks de poissons, c'est d'arrêter concrètement de pêcher, d'avoir des bateaux, d'y aller. Enfin, vraiment, c'est mathématique. Donc, parfois, avoir ces endroits où ce qu'on peut avoir l'impression qu'il va être un refus, et monsieur Bulldozer, pardon pour ce surnom. Mais ça, en fait, ça, c'est pas une des... C'est hyper puissant parce que je suis pas en train de faire un débat de est-ce qu'on change l'intérieur ou est-ce qu'on déserte, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des refus auxquels vous allez être confrontés. Vous n'allez pas juste tout pouvoir rendre écolo. Vous n'allez pas pouvoir avoir la même entreprise, produire les mêmes choses juste de manière décarbonée. En tout cas, c'est pas du tout ma vision de l'écologie. C'est changer radicalement notre manière d'être au monde. Donc c'est changer radicalement qu'est-ce que votre entreprise va produire, pourquoi elle va produire, combien, quelle quantité elle va produire. Et c'est ça la vraie régénération. C'est là où ça se joue. Et donc être capable de dire, si je me rends compte que c'est pas... Et c'est Aurélien Barraud qui dit ça, il dit, on va faire quoi donc? Des armes, mais réutilisables. On va faire un bulldozer, mais qui marche à énergie verte et qui va quand même arracher nos vergers. Est-ce que c'est ça l'écologie? Non. C'est qu'il y a des secteurs auxquels on va devoir mettre un terme clair et net, le fameux phase-out des fossiles, de l'énergie fossile de la COP. Et il y a tellement d'autres secteurs qu'on va avoir besoin de réindustrialiser, de réincarner, de réinventer. Il y a tellement d'autres choses. Donc à chaque fois qu'il y a un refus d'un monde, on ouvre une brèche dans d'autres mondes. Donc n'ayez pas peur de dire des grands et beaux noms parfois. C'est régénératif. J'ai promis là-bas la question. Ça fait 2 fois que je donne le micro et je repars avec. Alors, j'avais une question, mais Camille y a un peu répondu. Je vous découvre aujourd'hui, Camille, je connaissais Eddy. Merci en tout cas pour votre engagement. Ma question, c'était effectivement, dans votre activisme, Camille, vous dénoncez beaucoup de choses, et ma question, c'était de dire, mais est-ce que vous proposez des alternatives? C'est pas dénoncer, c'est bien, c'est important. Il ne faut pas aller dans l'exploitation des fonds marins, on l'a compris, on comprend pourquoi. Mais est-ce que quand vous rencontrez des dirigeants, les pouvoirs publics, vous essayez par rapport à des choses qu'il ne faut pas faire, des alternatives? Est-ce que vous travaillez sur les alternatives possibles? En fait, déjà, c'est pas mon rôle. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas décemment demander à des jeunes de 25 ans de faire un programme mondial sur comment devrait être gérée l'économie, la politique, la culture, le cinéma, le sport. Et c'est vraiment pourtant ce qu'on attend de nous. Donc, c'est une posture qui est choisie que de dire quand on se bat contre, on se bat pour quelque chose. Et à l'inverse, quand on se bat pour quelque chose, on va aussi devoir refuser plein d'autres options. Vous le savez, c'est faire des choix. C'est aussi simple que ça. On doit faire des choix. Là, la situation dans laquelle on est, c'est le résultat de choix. Donc moi, je refuse, par exemple, qu'on parle d'inaction climatique. Ce n'était pas de l'inaction climatique. Les géants de l'industrie fossile ont sciemment inventé le climato-scepticisme, se sont assurés, et encore aujourd'hui, on voit le nombre de lobbies, une personne sur 30 à la COP venait de l'industrie fossile, était un lobby de l'industrie fossile, une personne sur 30. Et eux, ce qu'ils font, ce n'est pas juste de l'inaction climatique, c'est de l'action délibérée pour que ce qu'on appelle le statu quo continue son opération de destruction de la vie sur Terre. Vous voyez, donc se battre contre ça, c'est se battre pour la possibilité de la vie sur Terre. Donc c'est quand même un élan assez génial. Donc en termes de solution, ça me semble pas mal. Et on n'a pas le temps d'aller beaucoup sur cette notion de solution, mais je vous invite à regarder 2 chercheurs, Pablo Servigne et Aurélien Barraud. Ils ont fait une conférence on était au salon du livre de Chambéry, ça s'appelle Livre en marche, je crois, et elle est dispo. Et c'était justement, ils défoncent l'idée de solution. Et je vais le dire en moins bien qu'en 1 minute 30, donc ce sera nul et pas convaincant, mais si jamais ça vous intéresse, allez regarder ça, parce que c'est assez dément. Et surtout, Aurélien Barraud, dans son dernier livre qui s'appelle Hypothèse K, il parle beaucoup de ça. Et lui, c'est un scientifique spécialisé trou noir, astrophysicien, enfin c'est quelqu'un qui, à la base, a l'air plus sérieux que moi, quoi. Il a des cheveux longs quand même, mais il a l'air plus sérieux que moi. Et en fait, il parle de... Bien sûr qu'il y a plein de choses à faire
Et ça m'arrive évidemment d'en parler quand je rencontre le ministre des Transports. Je vais lui dire, bah voilà, là on veut pas qu'il y ait une autoroute entre Castres et Toulouse, mais en attendant, pendant 1 an et demi, il y a des urbanistes du coin qui ont pensé une autoroute alternative qui s'appelle Une autre voie. On a tous les plans, regardez, c'est assez génial. En fait, on va pouvoir faire la plus grande véloroute, ils appelaient, d'Europe. On pourrait passer ici, replanter des arbres ici. Il y a des gens qui le font. Et donc moi, mon rôle, c'est juste de dire, ben, je ne suis pas urbaniste, je ne vais pas vous dire comment on va faire. En revanche, il y a d'autres solutions. Et une dernière réflexion que je pose comme ça en vrac aussi, mais c'est que pourquoi je refuse d'avoir problème-solution? Parce que ce n'est pas une équation de maths. Il ne suffit pas de décarboner encore nos vies. Ce n'est pas ça. Peut-être qu'il y a des choses, peut-être que je n'ai pas de solution à comment est-ce qu'on fait c'est un très mauvais exemple, mais une scène écolo. Peut-être c'est pas le problème. Mais scène écolo. Peut-être qu'il faut juste plus de scènes. Mais à la place, il n'y a pas rien. C'est-à-dire que pourquoi on a une scène? C'est un besoin qu'on puisse se retrouver dans des endroits. Bah, peut-être, c'est ça le vrai besoin. Peut-être qu'on peut y répondre autrement. Exemple plus simple sur la voiture. On a eu beaucoup ce débat-là, voiture électrique, voiture thermique. Sans rentrer dans le débat. Est-ce qu'on peut se dire que la voiture électrique, c'est l'avenir de la voiture thermique, mais est-ce que la voiture individuelle, c'est l'avenir de la mobilité? Pas forcément. Donc quand on me dit, mais les gens ont besoin de voiture, non. Les gens ont besoin de se déplacer. C'est très différent. Donc je n'ai pas un problème, une voiture thermique, une solution, une voiture électrique. J'ai un problème et comment est-ce qu'on va penser différemment pour répondre aux mêmes besoins et décider que toute notre économie, toutes nos décisions vont être prises pour répondre à des besoins vitaux qu'on définit. Ça, c'est toute la théorie de André Gortz. J'ai rebouclé, je suis très contente, vous pouvez lire André Gortz, Pablo Servigne, je le redis, et Aurélien Barraud, dans toute c'est 1h30 sur la question des solutions, ils nous disent bien mieux que moi. Et voilà, j'espère que ça vous convaincra que dans votre entreprise, il y aura des choses qui seront des solutions et il y aura des refus qui seront régénératifs. Un immense merci à toutes les deux d'être venues. Merci. Et puis, vous pouvez les applaudir une dernière fois. Merci beaucoup. Bravo.